Marc Chagall, de son vrai nom Moïse Segal, est né le 7 juillet 1887 à Vitebsk, une bourgade de la Biélorussie actuelle qui faisait partie à l'époque de la Russie impériale. Et il est né d'une famille de 9 enfants. Son père tenait un dépôt de harengs et sa mère une petite épicerie. Il faisait partie de la communauté juive du ghetto de Vitebsk qui s'appelait le Shtetl. Mais ce ghetto n'est pas comparé à celui de la Pologne, de Varsovie. Et il vivait en toute intelligence avec les autres et en bonne entente. Et surtout grâce à la pratique d'un courant religieux à l'époque qui s'appelait l'hassidisme. L'hassidisme, c'est un courant religieux qui prenait plutôt la fête, la danse, tout l'aspect festif, aussi bien au même niveau que le respect de la doctrine et de la loi religieuse. Donc c'était un courant religieux très tolérant vis-à-vis des autres. C'est pour ça que Marc Chagall avait une grande empathie, par exemple, pour la figure du Christ. En parlant justement de ce courant religieux qui était basé beaucoup sur la fête, c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup Marc Chagall représenter les habitants en apesanteur. Ils sont hors sol souvent. Donc on l'appelle le Luftmensch, l'homme de l'air. Donc il n'arrive jamais à dessiner des gens qui sont enracinés, des gens qui sont toujours dans le vol. Bon, ça voulait signifier aussi que le juif était ballotté de part et d'autre. Donc, mais pour lui, c'est aussi le témoin de gens qui vivaient la fête en permanence. À l'école, il était un élève plutôt médiocre. Seul le dessin et la géométrie l'intéressaient. C'est pour ça que sa mère, très tôt, a compris qu'il fallait développer ce talent. Et elle l'a inscrit à un atelier d'un peintre de Vitebsk qui s'appelait M. Penn. Et c'est là qu'il a mis en éveil, ou du moins en pratique, ses dons pour la couleur. Et une couleur très particulière, parce qu'il a étonné tout le monde à l'époque, c'est la couleur violette. Personne n'utilisait la couleur violette. Et il avait aussi cette tendance à se destiner aux déformations conscientes. Il aimait justement pas représenter la réalité telle qu'elle était, mais il avait une propension à aller vers les déformations conscientes. Et c'est pour ça que j'ai parlé au départ de cette recherche d'une autre réalité, qui n'était pas une réalité attachée au réalisme propre, mais à celle qu'il imaginait dans sa tête. Et c'est pourquoi aussi il a compris que cet atelier du monsieur Penn le limitait dans son travail, parce qu'il était resté trop académique, trop limité. Et d'où son inscription à une école plus à l'éveil des tendances actuelles de la peinture moderne, et c'était à Saint-Pétersbourg, chez un certain monsieur Léon Bax. C'est là qu'il pourra développer plus amplement ses dispositions pour la peinture. C'est une époque importante pour lui parce qu'il va faire la connaissance de sa future femme qui s'appelle Bella Rosenfeld. Alors à Saint-Pétersbourg, ça va être pour lui important, capital dans son évolution ultérieure. D'abord l'importance de la couleur. Elle s'impose à travers tous ces contrastes, ces échanges, et il va juxtaposer des couleurs contrastées afin de jouer justement sur la modulation, pour pouvoir les moduler ensemble et trouver un modus vivendi entre elles. Donc ce sera son art de moduler ces contrastes de couleurs. Il va aussi réduire le nombre de couleurs. Alors Bax va lui demander, justement, pour bien maîtriser la couleur, de ne pas étendre la gamme de ses couleurs lorsqu'il va travailler ses œuvres. Et réduire le nombre de couleurs à une ou deux essentielles. Et comme ça lui permet d'être pour maîtriser un peu mieux son ouvrage, son travail, grâce à l'emploi de très peu de couleurs. Il va aussi faire la connaissance d'un artiste, déjà mort, important pour la peinture moderne, c'est Gauguin. Gauguin qui, à travers son travail des Tahitiennes, qui arrive à déceler cet être primitif, il va être très influencé par l'œuvre de Gauguin et des Tahitiennes en particulier. Et c'est dans cette lignée-là qu'il va créer son œuvre qui s'appelle le Nu rouge relevé en 1909. Et dans cette œuvre, on voit une femme nue, d'aspect assez massif et avec le traitement d'une couleur très forte, très violente, un rouge. Et tout ça pour justement imprégner cette œuvre d'une force primitive. Tout ça dans la suite de Gauguin. Il va ensuite signer une série d'œuvres à la même époque qui s'appelle La Naissance, Le Paysan mangeant, La Kermesse, La Procession, La Sainte Famille.
Enfin, il va découvrir aussi une autre technique qui est celle du clair-obscur. Tout cela parce qu'il habitait une chambre très sombre à Saint-Pétersbourg. Il a dû composer avec l'absence de lumière. Et il s'est beaucoup imprégné de l'œuvre du Caravage et de Rembrandt pour travailler le clair-obscur. Et c'est là qu'il signe aussi une autre œuvre qui s'appelle La naissance et la mort, où on voit justement une naissance dans une habitation très peu éclairée, mais qui, curieusement, par le traitement du clair-obscur, donne une intensité particulière à l'œuvre. Et tout ça, c'est le résultat, justement, de son travail sur le clair-obscur à la suite du Caravage et de Rembrandt. Après toutes ces découvertes à Saint-Pétersbourg, il a besoin de manière urgente d'aller à Paris. Et sa première rencontre à Paris, c'est à partir de 1910 jusqu'à 1914. Première impression lorsqu'il arrive à la gare du Nord en 1910, justement, c'est l'impression de sortir d'un grand tunnel sombre pour aborder cette lumière qui va aborder en pleine face, cette lumière de Paris. En fait, par cette lumière, il veut parler de ce que Paris représente à ses yeux, cette rencontre incroyable de tous les artistes de la planète qui se trouvent dans ce lieu magique de la capitale. Et il a cette lumière en plein jour, cette lumière de tous les autres peintres. Il découvre aussi d'autres peintres, bien sûr, qui sont déjà morts, Vlaminck, Cézanne et surtout Van Gogh. Et il va aussi faire connaissance à un mouvement artistique très fort qui se dessine à cette époque, c'est-à-dire le cubisme. Le cubisme qui vient avec Braque et Picasso, avec les Demoiselles d'Avignon de Picasso, 1908. Et c'est là qu'il signe lui-même une œuvre qui s'appelle Adam et Ève, très imprégné du cubisme. On voit les Adam et Ève travailler avec des formes géométriques très fortes. Bon, il trouve déjà que le cubisme ne lui convient pas totalement, parce qu'il trouve le cubisme comme trop réaliste. Lui, il a besoin d'illogisme et d'onérisme. Donc le cubisme, avec ses formes géométriques, ce côté un peu scientifique, entre guillemets, il a du mal à le cautionner totalement. Il découvre aussi, à côté des artistes peintres, des poètes, Blaise Cendrars et surtout Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, lorsqu'il le rencontre la première fois, voyant les œuvres de Marc Chagall, a cette expression ou ce qualificatif de surnaturel. Effectivement, pour Guillaume Apollinaire, ce que fait ce jeune russe qui vient de Saint-Pétersbourg et de Vitebsk, son travail, c'est quelque chose qui l'illumine déjà. Et pour le remercier de son aide, Marc Chagall va signer une œuvre qui s'appelle Hommage à Apollinaire. Alors cette œuvre est essentielle parce qu'elle montre un personnage qui se divise en deux. En fait, il est imprégné, grâce à Apollinaire, des principes de l'alchimie. Retrouver l'homme primitif, en fait l'androgyne, celui qui existait, l'Adam qui existait avant la scission des sexes. Et cette recherche, cette quête, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle est témoin d'une époque où on était justement dans des principes d'alchimie, de recherche de l'androgyne. Et puis ça colle avec sa recherche des polarités et des partitions. On a parlé de Adam et Ève, et là il est tout à fait dans le même cheminement. Alors Hommage à Apollinaire, c'est quand même une œuvre qui est importante, qui signe un tournant aussi dans son travail. Il va aussi signer d'autres œuvres en souvenir d'animaux, des animaux familiers comme le cheval, l'âne, le coq, d'autres animaux qui sont proches de lui parce que c'est en souvenir de Vitebsk, sa terre natale, où il côtoyait beaucoup les animaux. Mais aussi, c'est une façon de retourner encore à l'homme du Paléolithique. Vous voyez, on est toujours dans la même mouvance de cette recherche de l'être primitif, de celui qui existait aux premiers âges de l'humanité, de la création aussi de l'univers. Alors tout cela, c'est important pour lui. Paris va être quand même quelque chose qui va l'éclairer. D'où ce principe de lumière qu'il aborde grâce à la capitale. Mais son séjour à Paris s'arrête parce qu'il retourne en Russie dès 1914. Non pas parce que la Russie lui manquait, c'est parce qu'il devait retourner voir Bella Rosenfeld pour se marier avec elle. Donc il retourne en Russie à une mauvaise époque, puisque 1914, c'est le début du premier conflit mondial. Et c'est là aussi, à partir de 1917, qu'il y a la révolution bolchevique en Russie. Et il est pris par la tourmente révolutionnaire, mais il est bien vu du régime, puisqu'il est nommé commissaire des Beaux-Arts à Vitebsk. Alors il est très heureux d'apprendre les arts, la peinture au peuple et tout. Ça, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Mais il rentre en conflit avec un autre peintre
qui vient à ses cours, c'est un certain Malevich. Malevich qui est le promoteur de l'art anti-figuratif. Donc, ils ne se supportent pas mutuellement et il est obligé de quitter justement Vitebsk pour s'installer à Moscou et décorer le théâtre juif. Bon, il ne reste pas longtemps ensuite en Russie parce qu'en 1922 il quitte la Russie pour retrouver la France à partir de 1923. De 1923 jusqu'en 1941, il retourne en France. Et là, Vollard, qui est un collectionneur d'art, lui propose d'illustrer les fables de La Fontaine. Alors ça, c'est une occasion unique pour lui de redécouvrir les paysages de la France et les animaux de la France. Donc, les fables de La Fontaine l'intéressent beaucoup. Entre 1928 en France et 1930, il crée beaucoup de bouquets de fleurs. Et c'est là qu'il perfectionne son talent de coloriste comme Matisse. Il devient un coloriste aussi émérite, aussi renommé que Matisse. Ensuite, Vollard lui donne aussi l'illustration de la Bible. Alors ça, c'est un thème qui l'intéresse beaucoup. C'est un juif, bien sûr, mais pas un juif pratiquant, mais il a gardé ses racines juives et le fait d'illustrer la Bible l'intéresse fortement. Et c'est pour ça qu'en tant que juif, il ne va pas représenter Dieu, puisque à la place de Dieu, ce seront les anges qui prendront la place de Dieu. D'autre part aussi, lorsqu'il va figurer le Christ, il y a beaucoup de représentations du Christ dans la Bible, et il va le faire à sa manière. Lorsqu'on représente le Christ dans la thématique chrétienne, le Christ souffre pour sauver le peuple. Hein. Et le Christ souffre lui-même, le peuple ne souffre pas, mais lui, le Christ souffre pour le peuple, pour le sauver. Or, dans la représentation de Chagall, le Christ souffre comme le peuple juif, à l'égal du peuple juif. Sa mort ne sauve pas le peuple juif. Donc c'est la grosse différence qu'il a lorsqu'il représente le Christ crucifié. Il est obligé de quitter la France à partir de 1941, compte tenu qu'on est au temps de l'occupation et puis les mesures anti-juives, donc qui risquent de l'atteindre. Donc il quitte la France pour l'Amérique. Aux États-Unis, bon, il ne s'intègre pas vraiment à la communauté américaine puisqu'il n'apprend même pas la langue, l'anglais. Il reste entre les Français exilés comme lui. Donc il va voir Maritain et d'autres Français qui sont exilés en Amérique. Il signe une œuvre importante pendant son passage aux États-Unis. Cette œuvre s'intitule « En écoutant le coq ». Et c'est là qu'il y a une œuvre qui est créée en 1944. Il signe le cycle qu'on appelle Campagnard, où on voit les animaux et tout de la campagne, les animaux familiers qu'il a connus à Vitebsk. Et grâce à cette œuvre, la couleur atteint un sommet d'intensité. On voit effectivement dans cette représentation en écoutant le coq, un coq, mais il n'y a pas seulement d'autres animaux qui se superposent sur ce coq, mais ce coq, il a une seule couleur, c'est la couleur un rouge qui est une modulation d'une seule teinte, qui devient le sommet d'intensité de cette œuvre, c'est cette couleur. Et jamais la couleur n'a eu un tel pouvoir dans une œuvre. Et dans celle-ci, notamment, en écoutant le coq, là c'est le triomphe de la couleur, le triomphe aussi d'un peintre coloriste, à l'égal, comme j'ai déjà dit, de Matisse. Il retourne en France à partir de 1950. Et c'est là qu'il atterrit à Paris. Paris qu'il connaissait déjà et qu'il aime beaucoup. Et pour manifester son intérêt pour Paris et son amour de la capitale, il signe certaines œuvres importantes qui s'appellent respectivement Les Rives de la Seine, Le Carrousel du Louvre et La Nuit. Mais il signe aussi d'autres grandes compositions qui tournent autour du cirque et des animaux. Il découvre aussi à la fin de sa vie, parce qu'après il découvre à la fin de sa vie, vers 70 ans, le vitrail. Et c'est une première commande qu'il a eue pour le vitrail, le baptistère de Notre-Dame d'Assy en 56-57. Ensuite, c'est la grande commande qu'il a eue à Metz en 58-68. Alors à Metz, on lui a d'abord dessiné des parties très peu éclairées de la cathédrale. Il était un peu étonné et un peu choqué d'ailleurs quand on lui donne des endroits vraiment peu exposés au public et à la lumière surtout. Et il s'agit du déambulatoire, des deux baies du déambulatoire nord de la cathédrale de Metz. Or, de ce côté négatif qu'il va ressentir au départ, il va en faire quelque chose de très valorisant, en jouant justement, comme il a la technique, sur le clair-obscur. Il va utiliser deux couleurs fortes pour imprégner, pour donner une vivacité, une sorte de coloration, entre guillemets, à ces espaces, grâce à l'emploi du bleu et du rouge intense. Et
ses talents de coloriste ont fait de cet endroit un endroit très lumineux, alors qu'au départ, il était très sombre. Donc, encore une fois, quelqu'un qui possède une technique avérée en tant que coloriste. Il va ensuite avoir, pour terminer la commande à la cathédrale de Metz, le transept nord, la baie qu'on dit de la création. Et là, il va encore appliquer une seule teinte, et c'est le jaune. Le jaune pour signifier le paradis terrestre, l'Éden. Alors, tout ça, on comprend très bien, dans la suite de tout ce qu'il a appris chez Lombax à Saint-Pétersbourg, bien maîtriser une seule couleur ou deux au maximum. Ce qu'il a fait étonnamment à la cathédrale de Metz. À la suite de la cathédrale de Metz, il avait d'autres commandes. Il a eu la cathédrale de Reims, il a eu des cathédrales en Allemagne et ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui a été très sollicité en matière du vitrail. Alors, il meurt à Saint-Paul-de-Vence le 28 mars 1985, il avait presque 98 ans, et c'est là que, étonnamment, on voit émerger une image qu'il utilisait beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est le patriarche Jacob. Il était très proche du patriarche Jacob parce que, comme lui, il était dans les songes. Donc, il était dans les songes, il rêvait de l'au-delà, de cette échelle qui montait vers les cieux. Donc, il était très proche de ce patriarche Jacob, et d'autant que, dans le message biblique, il a interprété picturalement Jacob avec un œil ouvert et un œil fermé. Donc l'œil ouvert, c'est l'œil sur la réalité, mais l'œil fermé, c'est cette vision intérieure qu'il avait. Et tout ça pour dire que tout son travail peut se résumer par cette phrase qu'il citait notamment « Mon cirque se joue dans le ciel ». Tout ça pour signifier que toute sa quête, ce n'était pas une quête justement de la figuration du réel, mais de cette recherche qu'il avait de l'autre réalité.